Emmanuel Macron qui nous rejoint. Il a 39 ans, il est diplômé de l'ENA, ancien ministre. Il est candidat pour la première fois à l'élection présidentielle sous la bannière de son mouvement En Marche. Son slogan, la France doit être une chance pour tous. Bonsoir Emmanuel Macron. Bonsoir Emmanuel Macron. Même première question, comme à tout le monde, est-ce que vous avez ramené un objet qui vous touche ou qui représente ce que vous voulez incarner comme président de la République? J'avais ramené une grammaire. La grammaire de mon enfance, dans laquelle j'ai appris et par laquelle ma grand-mère m'a appris à la fois le français, puis les premiers grands textes. Parce que, on en reparlera, pour moi, l'accès à la connaissance, au savoir, c'est cela. Et je l'ai laissé dans ma loge. Je l'ai laissé dans ma loge. Peut-être que quelqu'un peut l'amener d'ici à la fin de cette interview. Ça n'est pas un oubli. Parce que, en fait, je voulais utiliser ces quelques minutes, puisque notre exercice a ces contraintes que je comprends parfaitement, pour évidemment parler de ce qui vient de se passer ce soir pendant que nous nous parlons, parce que c'est un peu cela. Nous aspirons tous et toutes à devenir président de la République. Et le premier devoir, la première mission du président, c'est de protéger. Et ce soir, pendant que nous nous parlons, on sait qu'au moins un policier a été tué, on ne sait pas qualifier ce qui s'est passé, on sait qu'un autre a été blessé, et cet impondérable, cette menace, elle fera partie du quotidien des prochaines années. Et donc, j'ai laissé la grammaire sur la table, et je voulais parler de cela dans cette première minute pour témoigner évidemment de toute ma solidarité à l'égard de nos forces de police et plus largement de nos forces de l'ordre, et avoir une pensée pour évidemment la famille de la victime. Et on aura sans doute plus d'éléments d'ici à la fin de cette émission. Deux précisions sur votre programme économique, Emmanuel Macron. Il y a une mesure très emblématique du quinquennat de François Hollande, c'est l'encadrement ou le blocage des loyers dans les zones tendues. Est-ce que c'est la bonne philosophie? Est-ce que vous maintenez cet encadrement si vous êtes élu président de la République? Je ne le maintiendrai pas de manière automatique. Plus exactement, je vais d'abord commencer par libérer l'offre de logement. Il y a un problème que la loi dite Allure et l'encadrement des loyers a essayé de traiter, qui a été l'envolée des loyers dans ce qu'on appelle les zones tendues. Le Grand Paris, la région autour de Lyon et sur la frontière suisse, et Aix-Marseille. Il y a beaucoup d'autres villes, mais c'est surtout dans les métropoles et ces trois-là. Ce que je veux faire, et ce qui est dans mon projet, c'est de libérer massivement la construction de logements dans ces trois zones. C'est-à-dire en lançant des grandes opérations d'intérêt national, où nous allons simplifier, raccourcir les délais, parce que les promoteurs immobiliers, les constructeurs, les collectivités, l'ensemble de celles et ceux qui font les logements en ont besoin. Donc raccourcir les délais, avoir un permis unique dans des délais records, raccourcir et réduire le temps des recours pour permettre de construire rapidement les logements manquants, qu'il s'agisse de ce qu'on appelle le libre comme le logement social. Et l'encadrement. Et à partir de ce moment-là, de progressivement supprimer l'encadrement des loyers. Pourquoi? Parce que c'est une mesure administrative qui a une conséquence, on commence à le voir aussi, c'est de faire sortir certains biens du marché. Parce que quand les loyers sont encadrés, il y a certains propriétaires qui disent si c'est ça, dans les zones tendues, moi, je ne louerai pas. Donc je ne le débrancherai pas, si je puis m'exprimer ainsi tout de suite, je l'évaluerai, mais je mettrai toute la priorité sur plus de construction de logements pour progressivement avoir une logique, je dirais, plus efficace et qui passe par la construction plutôt que par l'encadrement. Une autre mesure que vous ne débranchez pas, c'est l'impôt sur la fortune. Vous le gardez, mais seulement sur le patrimoine immobilier. Ceux qui ont des actions en seront exonérés. Qu'est-ce que vous répondez à la veuve qui a hérité d'un appartement ou aux pêcheurs de l'île de Ré, ceux qu'on appelle les riches malgré eux, qui devront continuer à payer l'ISF alors que les actionnaires super riches en seront exonérés? J'ai une philosophie simple. L'impôt sur la fortune, c'est un impôt qui, aujourd'hui, pénalise, taxe le financement de notre économie. Or, nous avons besoin de financer des PME, des artisans, des start-up, des entreprises pour avoir un capital français au soutien de notre industrie. Et donc, je veux aujourd'hui, et si je suis élu, c'est ce que je ferai demain, que celles et ceux qui décident d'investir leur capital, et c'est un choix libre, on peut vendre sa maison pour réinvestir, on peut décider de louer, c'est un choix que chacune et chacun fait, eh bien, que celui qui investit dans l'économie et l'emploi français ne soit pas taxé à l'impôt sur la fortune. Pour ceux qui sont propriétaires, par héritage, par acquisition, je ne changerai pas les règles actuelles. Ils ne seront pas pénalisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous avez une résidence principale, il y a un abattement de 30%.
et il faut passer le seuil d'1,3 million d'euros de patrimoine net. Donc c'est un bel héritage dans ces cas-là que vous avez fait, ça n'est pas une petite maison. Ensuite, ils continueront de payer l'ISF. Ils continueront. Là où les actionnaires Ils continueront, riches, ils diront mais est-ce que c'est je vous le confirme. pas injuste? Non, parce que c'est plus efficace. Ils continueront à le faire comme aujourd'hui, et je tiens d'ailleurs ici à préciser le fait que je ne modifierai aucune règle d'abattement, ni de taux, et qu'avec moi, il n'y aura aucune imposition de surloyer, aucune imposition sur la propriété foncière, parce que je veux une France aussi où il y ait des propriétaires. Et donc j'y suis tout à fait favorable. Donc toutes les fausses rumeurs là-dessus, c'est de la calomnie. Quand vous dites que c'est un mauvais impôt, pourquoi vous n'allez pas jusqu'à le supprimer? Parce que je ne peux pas financer les 2 milliards d'euros qui aujourd'hui sont payés par les propriétaires immobiliers, et encore une fois, je n'augmenterai en rien ce qu'ils payent, je ne peux pas le financer et je ne veux pas aller augmenter la TVA pour pouvoir le faire. Je préfère mettre cet argent et les économies que nous allons faire sur la suppression de la taxe d'habitation pour 80% de nos concitoyens. Pourquoi? Parce que ce sont les classes moyennes et populaires qui payent la taxe d'habitation. Et pourquoi est-ce que c'est un impôt l'ISF, injuste tel qu'il est aujourd'hui, pénalise tant l'investissement ou l'économie, selon vous? Mais parce que Pourquoi? aujourd'hui, regardez, si vous comparez la France et l'Allemagne, en Allemagne, il y a des PME qui réussissent, qui croissent. Il y a des PME familiales qui arrivent à se développer. En France, lorsque vous créez une PME, que vos enfants en héritent, il faut qu'ils contrôlent que ce soit leur outil de travail pour ne pas payer l'ISF. Ce qui fait que dans beaucoup de situations, eh bien, on a des familles qui sont obligées de vendre les actions, qui arrêtent de développer l'entreprise à cause de cet impôt. Autre exemple, nous sommes dans une économie de l'innovation, de la compétence. Vous avez des jeunes ou des moins jeunes qui créent des entreprises et qui réussissent formidablement bien. Ils la vendent. Le jour où ils la vendent, ils ne peuvent pas aujourd'hui réinvestir une part minoritaire dans un commerce, une entreprise traditionnelle ou une autre start-up, parce qu'ils sont à ce moment-là taxés à l'ISF. Si on veut développer l'économie et les entreprises, il faut réduire la fiscalité sur l'investissement dans l'économie française. C'est le moment, Emmanuel Macron, de votre carte blanche, la carte maîtresse, selon vous, de votre programme. Vous pouvez l'exposer. Écoutez, ce sera l'éducation. L'éducation au début de la vie et tout au long de la vie, si j'ose dire. Et ça rejoint cette grammaire que j'avais prévu de vous apporter. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde qui est plein d'incertitudes, de changements, de transformations, et on n'a aucune chance d'y réussir si on n'a pas la formation de base. Et ce qui est au cœur de mon projet, c'est de pouvoir justement former toutes les jeunes filles et les jeunes garçons de notre pays. C'est la promesse républicaine, mais c'est pour cela que je mettrai tout l'effort sur le primaire. Avec, par exemple, dans ce qu'on appelle les zones d'éducation prioritaire, cet engagement, dès la rentrée prochaine, de ramener à 12 élèves par classe en CP et CE1, les classes qui sont en zone REP et REP+. C'est-à-dire ces zones qui sont des zones d'éducation prioritaire où on a concentré les difficultés économiques et sociales. Pourquoi? Parce que c'est là que se concentre l'échec scolaire, c'est là qu'on a des jeunes qui ne savent pas parfaitement lire, écrire, compter lorsqu'ils arrivent en CM2 et sont alors quasi condamnés pour le reste du système scolaire et leur réussite. C'est aussi pour cette raison... Attendez, là-dessus, précisément. Parce que la philosophie de cette mesure-là, c'est la discrimination positive. C'est une mesure qui fait polémique. Est-ce que votre modèle, c'est le modèle à l'américaine? Vous voulez une école à l'américaine avec des quotas, une discrimination positive? Non, parce que ce ne sont pas des quotas. Aujourd'hui, ces zones existent. Oui, mais depuis des années. Vous voulez pousser la logique encore plus loin de la discrimination positive. Mais j'arrête l'hypocrisie de l'égalitarisme. Parce qu'aujourd'hui, on fait semblant, on a défini ces zones REP et REP+, mais on enlève quelques élèves par classe. Allez voir un enseignant, un professeur des écoles qui est dans une de ces classes, il vous dit « vous pouvez m'enlever 3 élèves par classe ». Si j'ai 25 élèves en difficulté, je ne peux pas transformer les choses. S'il en a 12, il le peut. Donc je ne fais pas de dogme, ce ne sont pas des grands mots, c'est du pragmatisme. Et donc je veux qu'on se donne les moyens de réussir, parce que vous pouvez enlever 3 ou 4 élèves dans une classe d'un milieu favorisé ou d'un beau quartier de Paris. Ça ne changera rien. Par contre, les réduire, diviser par 2 le nombre d'élèves par classe dans une zone qui est très en difficulté, ça change tout. C'est aussi pour ça que je veux rétablir les études dirigées, que je veux remettre des heures d'enseignement, parce que plus d'écoles, plus d'enseignement, en particulier dans les premiers âges de la vie, c'est plus de justice et c'est la possibilité de réussir. L'autre grande mesure de votre programme en matière d'éducation, c'est l'autonomie. Il y a l'autonomie des universités aujourd'hui, vous voulez d'ailleurs la renforcer. Vous voulez que les lycées
et peut-être les collèges est aussi un fonctionnement autonome, notamment en matière de projets pédagogiques. Pas pour les programmes qui sont définis au niveau national, mais pour le projet pédagogique. Vous entendez ceux qui vous disent, est-ce que ça n'est pas une école à deux vitesses selon que tu habites dans telle ou telle ville ou dans tel ou tel quartier, eh bien tu n'auras pas l'école de la même qualité ou les mêmes chances de réussir. Non, parce que ce que vous dites, ce serait le faire sans cadre. Il y a un cadre, le cadre de la République, et il ne changera pas. Et donc dans ce cadre, dans ces règles qui seront appliquées à toutes et tous, qui définissent un programme et un encadrement minimal, je veux qu'il y ait une capacité donnée d'innover, une autonomie pédagogique et une capacité de recruter sur la base d'un projet. Je m'explique. Aujourd'hui, les nominations des enseignants sont très contraintes. Elles sont faites d'en haut. Moi, je veux que demain, il y ait des tableaux qui soient faits, si je puis dire, de compétences, où vous définissez justement dans des règles nationales qui peut aller sur quel type de poste, mais derrière, donner beaucoup plus de capacité aux dirigeants de ces écoles de sélectionner les enseignants, de les choisir sur leur adhésion à un projet. Ils n'iront pas dans les meilleurs quartiers? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On peut regarder les choses en face. Eh bien, les élèves des classes moyennes supérieures, de toutes celles et ceux qui en ont les moyens, ils vont de plus en plus vers l'école privée sous contrat ou l'école privée. Parce que la République ne sait plus donner les moyens dans son école publique eh bien, de développer l'excellence partout. Moi, je veux que tout le monde puisse avoir accès à l'excellence dans l'école de la République. C'est ça le projet que je porte, de manière très pragmatique. Et ça passe par l'autonomie, selon vous? Et l'autonomie en est un moyen. Mais j'insiste sur un point, c'est qu'au-delà de cela, il y a le défi de l'orientation en fin de collège et tout au long du lycée. Il y a le défi de l'université derrière. Mais il y a aussi le défi de l'éducation tout au long de la vie. Et je voudrais faire passer très rapidement ce message à nos téléspectateurs ce soir. Dans le projet que je porte, il y a vraiment la volonté de former tout au long de la vie. Nous sortons d'une époque et d'un monde où on a tout appris à 25 ans. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un monde de transformation, parce qu'on est dans un monde où l'activité que vous êtes en train de faire, le secteur qui est le vôtre, va peut-être être bousculé par des innovations. Et il faut pouvoir se reformer. Et donc, dans mon projet, il y a un investissement massif sur la formation des chômeurs, des jeunes qui sont très loin de l'emploi, une formation tout au long de la vie, y compris d'ailleurs pour les travailleurs qui tombent au chômage et qui sont âgés, pour pouvoir repartir. L'égalité des chances par le savoir, par la connaissance, elle se fait à tous les âges. On va poursuivre avec une question sur l'identité. Vous parlez de la grammaire, de votre grammaire au début de l'entretien. Vous avez créé le trouble, Emmanuel Macron, en déclarant qu'il n'y a pas de culture française. Vraiment ? Vraiment ? J'ai dit qu'il n'y avait pas une. De Montaigne à Houellebecq, de Delacroix à Matisse, de Haussmann à Le Nôtre, vraiment, il n'y a pas une culture française dont on doit être fier et qui fait notre éclat, notre aura dans le monde. S'il y a un candidat dans cette élection qui défend dans le livre qu'il a écrit, Révolution, la culture française et ce qu'elle est, qui la défend dans tous ses discours et ses prises de position publiques, il est bien devant vous. Et toutes celles et ceux qui donnent des leçons sur ce sujet aiment la culture rabougrie. Et s'ils avaient été en poste en 1857, ils auraient mis au pilon et les œuvres de Flaubert et celles de Baudelaire. Est-ce qu'il y a une culture française ? Et donc, française ? j'ai dit ce que j'ai dit dans cette discussion, qui a été citée abondamment, déformée et calomniée. C'est qu'il n'y avait pas une culture française et qu'il n'y avait pas un art français. La culture française, c'est un fleuve qui se nourrit de multiples affluents. Et de glissant, en passant par Montaigne, Dumas, le fils d'esclaves libérés, jusqu'à Hugo et tant d'autres, la culture française, c'est quoi ? C'est d'abord une langue, le français, sur lequel s'est construit notre pays, l'ordonnance de Villers-Cotterêts. C'est ensuite une histoire, une tradition, des femmes et des hommes qui se sont illustrés dans tous les arts. C'est en même temps, parce que je revendique en effet cela, la capacité à s'en affranchir à chaque fois et à aspirer à l'universel et à des chemins de traverse. Donc elle existe. Et donc la culture française, elle existe, mais dans cette diversité, cette richesse et ce caractère indomptable que je défendrai toujours. Bien. Et donc il n'y a pas une culture française comme certains voudraient l'enfermer, comme une identité française qui serait une identité du même. Il y a une identité ouverte qui est avant tout un projet. La Syrie, Emmanuel Macron, on n'a pas tout à fait compris votre position après le bombardement américain en représailles à l'attaque chimique. Vous avez dit « je prends note de cette intervention américaine ». Vous l'approuvez ou vous la désapprouvez ? N'essayez pas de me faire dire que je n'aurais pas été clair. Nous l'avons été ensemble d'ailleurs, le soir même, la veille, devrais-je dire, des frappes. Je vais être très clair. Je désapprouve l'utilisation des armes chimiques par Bachar el-Assad. Et donc, je souhaite dans ce cadre, que toutes les mesures soient prises
au sein du Conseil de sécurité de l'ONU pour les condamner et agir, et qu'on mette la pression sur la Syrie. Ça n'a pas marché. 2, je pense qu'il faut le continuer, et si je suis élu, je poursuivrai cet effort, Si ça ne marche et pas. la Russie doit répondre. 2, je suis tout à fait prêt à ce qu'on prenne nos responsabilités, plutôt dans le cadre d'une coalition, pour effectuer des frappes ponctuelles afin de détruire les stocks d'armes chimiques du régime de Bachar el-Assad. Je ne peux pas être plus clair. Sur cette intervention américaine, vous l'approuvez donc? Je pense que cette intervention américaine aurait gagné à se faire de manière coordonnée avec les alliés de la coalition et dans un partage de renseignements et d'informations sur le sujet. À ma connaissance, il n'y en a pas eu, mais je ne dispose pas d'informations privilégiées sur ce sujet. Si la France avait été sollicitée, elle aurait pu ou dû, selon vous, s'associer à cette frappe? Avec les bonnes informations, oui. Mais entendons-nous bien, ça veut dire détruire les armes chimiques. Parce que c'est ne pas respecter, du côté de Bachar el-Assad, à la fois nos valeurs, mais surtout les accords de 2013 et le droit international sur les armes chimiques. C'est inacceptable. Ensuite, sur la Syrie, j'aurai 2 priorités. La première, la sécurité de nos concitoyens. Lutter contre le terrorisme. Or, les attentats, ils sont préparés où? À Raqqa et là-bas. Et donc, je ferai tout pour éradiquer, dans le cadre de la coalition, j'étais il y a quelques semaines auprès de nos militaires qui, en Jordanie, opèrent justement sur ce terrain d'action, eh bien, pour détruire, éradiquer Daesh et tous les autres groupements terroristes islamistes. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne doit pas tout confondre. Il faut en même temps trouver une sortie politique, négociée, diplomatique en Syrie pour mettre fin au régime de Bachar el-Assad sans détruire l'État syrien. Parce que le pire des risques, pour nous-mêmes dans la région, c'est ce qu'on appelle un État failli. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire commettre la même erreur que ce qui a été fait en Irak, par exemple, ou en Libye. Parce qu'à ce moment-là, c'est l'absence de règles, et à ce moment-là, ce sont les terroristes qui reprennent le dessus. Il reste 1 minute 30. La question sur votre parcours. On a retrouvé cette photo. Regardez, vous êtes lycéen à Paris, au lycée Henri IV, pour ne pas le nommer. Juste après la grammaire. Voilà, c'était juste après la grammaire. Si vous n'aviez pas fait de la politique, est-ce que vous seriez resté banquier? Oh, le lycéen que vous voyez là n'avait, je crois, aucune idée même de devenir banquier. Il pensait plus à la politique qu'à la banque. Ah, vous vouliez déjà être président de la République, là? Non, je ne sais pas ce que je suis en train de vous dire, mais j'étais passionné par l'action publique, par la vie de mon pays, et je voulais plutôt devenir écrivain ou faire du théâtre. Donc vous voyez, la vie est pleine de détours. La vie est toujours plus inventive que nous. Dernière question, vous avez connu Emmanuel Macron, votre première campagne présidentielle. Qui sait, ce ne sera peut-être pas la dernière, on ne sait jamais. En tout cas, est-ce que vous avez un regret en cette fin de campagne? Je ne suis pas tellement un homme de regret, surtout qu'elle n'est pas terminée et que j'entends bien me battre jusqu'à la dernière seconde. Je serai demain en Normandie, puis dans les Hauts-de-France, pour aller convaincre des derniers indécis. Moi, je suis un guerrier, un battant. Je ne suis pas un homme de regret. Vous ne regardez pas en arrière? Aujourd'hui, je continue à aller en avant. J'irai en avant jusque dimanche soir, puis je continuerai à aller en avant. Je réfléchis toujours à ce que je fais. Il y a évidemment beaucoup de sujets que je veux encore évoquer dans cette campagne. Et je me dis, j'aurais pu parler plus de ceci ou de cela. Vous avez fait des erreurs. On en fait toujours. Est-ce que vous pouvez nous en donner une? Quand on blesse des gens, j'en ai fait quand j'étais ministre. Non, dans votre campagne. Dans la campagne, quand j'ai blessé des gens sur le sujet de la guerre d'Algérie en particulier, j'ai blessé. J'assume totalement ce que j'ai dit sur le plan politique, historique. Mais j'ai blessé des gens que j'ai vus sincèrement émus alors qu'ils n'étaient pas visés. Donc c'est ces moments-là, les moments où on est injuste, sont des moments qu'on doit regretter. Mais pour le reste, moi je suis un guerrier, je vais de l'avant et j'irai convaincre jusqu'au bout et jusqu'à la dernière seconde. Merci Emmanuel Macron. À tout à l'heure pour votre conclusion. Merci à vous. Partir. Merci beaucoup. C'est à vous, Emmanuel Macron, de conclure. Vous avez 2 minutes 30. Merci à vous. Mes chers concitoyens, je veux d'abord redire évidemment toute ma solidarité à l'égard de nos forces de l'ordre, de la victime de ce soir et des attentats de ce soir, et mes pensées pour les familles de cette victime comme des blessés. Ce qui s'est passé ce soir, c'est la preuve une fois encore que notre pays est attaqué en son cœur par des terroristes que nous sommes et que nous vivons, et que nous vivrons durablement sous cette menace. Présider, c'est protéger. Et c'est la première mission du président de la République en tant que chef des armées, de protéger les concitoyens. Et donc, à l'extérieur de nos frontières, pour lutter partout contre le terrorisme islamiste, à l'intérieur de nos frontières, en renforçant les moyens de sécurité, de renseignement, je veux aller encore plus loin et je veux vous protéger. J'y suis prêt.
Mais nous ne devons pas aujourd'hui céder à la peur. Nous ne devons en aucune façon donner le sentiment à nos assaillants que nous nous divisons, que nous cédons en quelque sorte à leur diktat. C'est ce qu'ils attendent et c'est leur piège. Et donc le défi de notre génération n'est pas simplement de répondre à la menace terroriste, c'est aussi à un moment de doute sur l'Europe et le projet européen, à un moment de doute sur ce qui tient notre pays dans ses valeurs, sa laïcité, ses transformations économiques liées au numérique et à la transition écologique, eh bien de faire un choix, le choix de l'avenir. Et c'est ce choix qui sera le vôtre dimanche. Moi, je veux rassembler nos concitoyens, quelle que soit leur sensibilité d'origine, autour d'un projet cohérent, un projet de réforme, de modernisation du pays, un projet progressiste. Je veux continuer à construire l'Europe et même aller plus loin, la refonder, pour une Europe plus démocratique, plus juste, pour une Europe plus efficace, pour une Europe de l'investissement, une Europe aussi qui protège. Et enfin, je veux qu'ensemble, nous transformions le pays pour préparer l'avenir, par la culture, par l'éducation, par la réforme économique. Ce projet, c'est celui que je porte. La question qui vous sera posée dimanche, c'est celle qui consiste à continuer avec des partis fatigués qui ne peuvent plus rassembler, avec un tic-tac que vous connaissez si bien, ou si vous choisissez l'alternance profonde, celle que je porte et celle de l'avenir. Merci Emmanuel Macron pour cette conclusion.